Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, la situation épidémiologique en Pays de la Loire et en Vendée. Et depuis une semaine, le taux d'incidence est en baisse avec 254 cas positifs pour 100 000 habitants dans le département contre 303 mardi dernier. Une baisse qui contraste avec l'augmentation de la positivité sur les tests effectués ces 7 derniers jours. 7% se sont révélés positifs. En milieu hospitalier en Vendée, 20 personnes supplémentaires ont été admises à l'hôpital depuis 7 jours, dont 6 en réanimation, portant à 134 le nombre de personnes hospitalisées, dont 23 en réanimation. En ce qui concerne la stratégie de vaccination, nouveau coup d'arrêt, le vaccin Janssen, filiale du laboratoire Johnson & Johnson, a été suspendu aux États-Unis après l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez certains patients. Conséquence, le laboratoire a annoncé un retard de son déploiement en Europe en attendant les résultats d'une enquête américaine. Écoutez la réaction du docteur Bélangier Orbanzik, présidente du syndicat de médecins généralistes MG85. C'est des histoires de maladies thromboemboliques qui surviennent sur les vaccins. Quand on fait un vaccin, le principe c'est d'engager le système immunitaire qui va engager une réponse inflammatoire au niveau de l'organisme et cela peut être un élément déclencheur de ces événements thromboemboliques. Ça peut arriver dans beaucoup d'autres circonstances que la vaccination. D'ailleurs, la vaccination est loin d'être la cause la plus fréquente. Il y a des causes bien plus importantes de ces maladies-là. Mais bon, ça demande quand même une vigilance et c'est normal qu'on prenne un temps pour vraiment être sûr, pour avoir vraiment une sécurité d'emploi sur ces vaccins. Et dans les EHPAD du département, la grande majorité des résidents sont déjà vaccinés. Mais avant l'arrivée de ces vaccins, ces établissements ont été particulièrement affectés par l'épidémie. Certains ont même connu des moments très difficiles. C'est le cas à Essarts-en-Bocage. Fin décembre, l'EHPAD Saint-Vincent-de-Paul est touché par le virus. 80% des résidents contractent la maladie et plusieurs décèdent. Un peu plus de 3 mois après, le traumatisme reste très présent pour les personnels et les résidents. Reportage Alix Lanos. Cet établissement a payé un lourd tribut. Sur la petite centaine de résidents de cet EHPAD, seuls 17 sont restés négatifs au Covid. Et près de la moitié du personnel a également été touché. Une vague prise de plein fouet en décembre dernier. En fait, on se demandait quand ça allait être notre tour, vraiment. Et c'est angoissant de travailler dans ces conditions de travail, ça a été quelque chose de très éprouvant. Oui. Les équipes tombaient, les jours se suivaient et il en manquait toujours 1, 2, 3. Je faisais aussi les tests TROD sur place et il y en avait toujours un de positif tous les jours. Ouais, il y aura une trace dans l'accompagnement et dans l'acceptation de ce qui s'est passé parce que ça reste quelque chose d'inattendu, même si on s'y préparait depuis des mois. C'était ailleurs, c'était pas chez nous. En un mois, 14 résidents décèdent. Pour leurs voisins de chambre, leurs amis, impossible de les veiller et de leur dire au revoir. Un double traumatisme pour beaucoup. Il y a eu vraiment des moments qui a eu beaucoup de peine. C'est que 2 par jour, quelquefois, ça a été vraiment terrible. Ça m'a fait beaucoup de peine de voir certains partir. Parce qu'on me l'annonçait un jour. Un tel est parti, un tel est parti. Oui, alors tous les jours... Oh oui, ça m'a touchée profondément. À 101 ans, Marie-Noëlla a survécu à la maladie, mais pleure encore bon nombre de disparus. Sur les 14, je connaissais tout le monde depuis 12 ans que je suis ici, moi. Alors, j'ai pleuré. Je perdais quand même une amie, oui. Et puis, sans savoir ce que moi, je pourrais supporter encore, quoi. Un deuil évidemment compliqué pour les résidents, mais également pour le personnel soignant. Ne pas pouvoir accompagner les gens correctement parce qu'ils sont soit hospitalisés ou ils sont partis rapidement, là, c'était très difficile. Et on a du mal à faire le deuil de ces gens-là parce qu'on n'a pas fait un bon accompagnement pour nous. Voilà. Si les conditions sanitaires le permettent, en juin prochain, une cérémonie commémorative devrait avoir lieu à l'église d'Essarts-en-Bocage pour les résidents, le personnel et les familles des personnes décédées.
En politique, les élections régionales et départementales auront bien lieu. Elles seront cependant décalées d'une semaine pour se tenir les 20 et 27 juin prochains, avec quelques modifications apportées par le gouvernement. Pour le moment, les rassemblements de campagne en intérieur ou en extérieur sont impossibles. Dans chaque commune, les assesseurs pourront être vaccinés ou devront obligatoirement réaliser un test PCR ou un autotest quelques heures avant le scrutin. Les dépouillements devront s'effectuer en extérieur dans la mesure du possible. Et enfin, les horaires d'ouverture des bureaux de vote pourront être étendus de 8h à 20h selon décision de la préfecture. Ouvrons à présent une page consacrée à l'environnement avec tout d'abord cette innovation vendéenne en surf, une planche 100% éco-conçue et recyclable. À l'origine de cette idée, Anthony Hervelin et Jimmy Boissonneau, 2 anciens salariés du groupe Beneteau. Ces Vendéens sont ainsi partis du constat que leur passion ne respectait pas assez la planète. Aujourd'hui, grâce notamment à une mousse spéciale, ils peuvent produire une nouvelle planche à partir des matériaux d'une planche en fin de vie. Plus de précisions dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Ici, on fabrique des planches de surf, une industrie en général très polluante qui génère beaucoup de déchets non réutilisables. Mais cette société a souhaité prendre à bras le corps cette problématique. Nous, on a une vraie volonté de mettre en adéquation la passion du surf, la passion de l'océan et la fabrication des planches de surf qui aujourd'hui provoquent beaucoup de déchets. Donc là, on voit par exemple, c'est des chutes qu'on génère suite à la fabrication des planches de surf. Et celles-ci, elles vont être remises dans le cycle de fabrication de pain de polystyrène avec notre fournisseur. Pas de déchets. Voilà. Sur des technologies comme celle-ci, on fait 0 déchet. Ces pains de polystyrène sont recyclés, mais l'objectif de ces 2 entrepreneurs est de pouvoir proposer une solution de réutilisation pour tous les éléments des planches de surf qu'ils proposeront. Les planches qui vont être fabriquées en interne seront aussi déconstruites en interne. On garantit aux clients la reprise des planches en fin de vie et donc on va déconstruire la planche et emmener chaque matériau dans les filières de recyclage adéquates. Mais l'innovation la plus écologique, c'est cette mousse réutilisable à l'infini dont le secret de fabrication est bien gardé. Déjà à la base c'est recyclé à 100%, c'est déjà issu du recyclage des bouteilles et nous on va la réutiliser pour du coup fabriquer nos noyaux pour nos planches du coup éco-conçues. Et une fois que la planche sera en fin de vie, on est capable nous de la déconstruire complètement et de renvoyer ce noyau-là du coup chez notre fournisseur pour qu'il soit en fait rebroyé, réutilisé et il repartira dans la chaîne de fabrication. Cette société espère vendre 150 planches cette année, des planches déjà précommandées par plusieurs magasins et écoles de surf du département. Et puis toujours à propos d'environnement, le syndicat vendéen du tri des déchets Trivalis lance une campagne de communication pour appeler les Vendéens à diminuer leur quantité d'emballage. Chaque année, ces derniers sont en effet de plus en plus présents dans les déchets produits. Et 38 000 tonnes ont ainsi été collectées en 2020 contre 24 000 en 2017. Le message qu'on veut porter aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire ces emballages. Alors il y a un gros travail à faire par les industriels. Ça aussi, il faut qu'on puisse peser sur les pouvoirs publics. Mais notre comportement à nous doit nous conduire aussi vers le moins d'emballage. On peut très bien aujourd'hui aller chercher du vrac chez nos commerçants. On peut très bien travailler sur de la coupe, c'est-à-dire qu'on peut demander son fromage à la coupe plutôt que de prendre du fromage emballé. Même si les emballages aujourd'hui sont valorisés, il y a encore dans le plastique des choses qui ne le sont pas. Donc travaillons ensemble sur ce sujet. À la limite, si on n'avait pas de déchets à traiter, ce serait parfait. On termine ce journal avec le portrait de Stéphane Audran, d'Ordinaire. Derrière son objectif, c'est lui qui réalise des portraits. Il en a d'ailleurs fait sa spécialité. Photographe professionnel depuis 10 ans, le Vendéen fait aujourd'hui partie des tout meilleurs au monde puisqu'il a été sélectionné pour participer à la finale des championnats du monde de photographie. Les résultats seront annoncés ce lundi à Rome, une cérémonie qu'il suivra à distance. Portrait signé Cyril Guillet. Ce qu'il faut, c'est que tu lèves un tout petit peu la tête. Alors, je fais toujours des lumières un peu plongeantes, mais comme ça, histoire de... Déjà, il y a le côté hautain qui peut être pas mal. La spécialité de Stéphane Audran, c'est le portrait. Ok. Yes. Ici, il travaille avec Chantal Héroard sur une série de photos qui abordent la thématique de l'acceptation de soi. Des clichés qui pourraient bien être présentés à l'occasion de futurs concours. Un exercice auquel il s'est confronté plusieurs fois ces dernières années.
C'est avant tout un questionnement permanent, personnel, de se dire est-ce que j'ai le niveau, est-ce que je suis capable de ci, de ça, est-ce que je peux faire aussi bien qu'eux, et le côté rassurant derrière, qu'on voit que ça se passe bien, on dit bon bah finalement ça va, je pense que je vais dans la bonne direction. Imagine une poussée vraiment franche. En 2019, il décroche le label QEP, une distinction européenne qui récompense l'excellence parmi les photographes professionnels. En 2020, il ne s'arrête pas là et brigue avec cette photo la seconde place aux médailles de la photographie professionnelle française, toujours dans la catégorie portrait. Un prix qui vient récompenser son travail de la mise en scène et sa maîtrise de la lumière. J'ai à cœur que tout soit le plus proche possible du résultat dès la prise de vue. Et là en particulier, j'essaye que la lumière soit la plus homogène possible. Souvent, je passe plus d'une heure et demie à faire ma lumière, à préparer tout ça pour 5 minutes de séance. Mais j'essaie de mélanger à la fois le côté travail de lumière assez pointu et le mélange des styles, des genres, en essayant de placer mes personnages dans des endroits un peu insolites ou jouer avec ce contraste-là aussi. L'univers clair-obscur qu'il façonne à travers son objectif a séduit jusqu'à l'international, puisqu'il a été sélectionné parmi les 10 candidats sur les 38 en lice à participer à la finale de la Coupe du Monde de la photographie qui se déroulera le 19 avril prochain à Rome. Malheureusement, voilà, vu les conditions actuelles, ça se fera en distanciel, en tout cas en retransmission en direct, mais via les réseaux. Toujours à Rome, mais je vais surveiller ça derrière mon écran en croisant les doigts et voilà. Mais déjà être parmi les 10 derniers, c'est déjà fou quoi. Décidément, Stéphane Audran a une actualité très riche puisqu'il vient tout juste d'être contacté pour prendre la présidence de la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image dans les Pays de la Loire. C'est la fin de cette édition. Prochain point sur l'actualité vendéenne demain de 7h à 9h dans la matinale. Très bonne soirée sur TV Vendée.